Je sais que vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'une vidéo storytime sur mon frère fait sur une chaîne qui, à la base, devait traiter uniquement de la cause animale. Et surtout, où est-ce que j'étais passée pendant un an? J'ai toujours dit que je voulais faire des vidéos sur des choses qui me tenaient à cœur, des choses que je jugeais importantes pour une raison ou une autre, des sujets qui pouvaient aider des personnes soit en partageant mon expérience et en faisant en sorte du coup que ces personnes se sentent moins seules ou alors de leur donner des conseils, comme j'ai pu le faire pour le toilettage à l'époque, ou alors des vidéos un peu plus complètes sur d'autres sujets, par exemple. J'ai été absente pour une raison de santé mentale qui, déjà, manger, travailler et dormir, c'était compliqué. Donc, écrire et filmer des vidéos et les monter aussi après, c'était pas la priorité. Je m'étais toujours dit, quand j'ai commencé à prendre vraiment de l'absence dans quelque chose que, à la base, j'avais envie de continuer de façon régulière, je m'étais vraiment dit que je reviendrais avec une vidéo sur ce sujet-là. Parce que s'il y a bien quelque chose où j'ai toujours voulu y consacrer un projet, que ce soit une vidéo, un article, un blog, peu importe, c'est sur mon frère. C'est la personne que j'ai le plus aimée dans ma vie, la personne que j'aime encore le plus aujourd'hui, bien qu'il ne soit plus là. C'est ce qui a quasiment toujours rythmé ma vie et celle de mes parents pendant 16 ans. Et ce qui nous a détruit à petit feu il y a 10 ans maintenant. C'est pas impossible qu'il y ait plusieurs vidéos sur cette histoire ou basées un petit peu sur ça, parce que là ça va être plus centré on va dire sur le côté story time, mais au vu de tout ce que ça a impliqué dans ma vie, dans ma santé mentale, dans ma manière de voir les choses, etc., c'est pas impossible que y ait des vidéos de ce genre. Voilà. Gros trigger warning, on va pas parler de choses très joyeuses aujourd'hui, on va parler de deuil, on va parler d'handicap, on va parler de TCA, on va parler de tentative de suicide, bref, on va parler de choses très joyeuses. Bref, ça va être long, prenez une boisson, un chocolat, un café, moi j'ai ma gourde. Et mon chien qui me réclame des papouilles à peu près toutes les 30 secondes, donc si vous me voyez comme ça, c'est pas que je suis folle, c'est que j'ai un petit Yorkshire qui est chiant. Allez, descends de là. Non? Ok, bon, on va commencer comme ça. Comme vous avez pu donc le deviner, j'ai eu un petit frère qui avait 3 ans de moins que moi, qui était handicapé de façon assez lourde et qui est décédé il y a maintenant 10 ans. J'ai littéralement toujours vécu dans la peur de sa mort du plus loin que je me souvienne. Et je sais à quel point, en tant que sœur ou frère d'une personne handicapée, on peut se sentir seul, on peut se sentir incompris, et à quel point c'est dur à vivre. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo saura trouver le bon chemin et que ça pourra aider les personnes qui étaient comme moi quand ils étaient enfants, adolescents, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, on avait 3 ans d'écart, sa maladie n'a pas été découverte tout de suite, ça a été découvert quand il avait un peu moins de 2 ans, il me semble. Donc moi j'en avais 5. Sa maladie était donc une maladie génétique qui touchait notamment les reins, qui s'appelle la cystinose. Ne me demandez pas réellement d'expliquer cette maladie, car même moi aujourd'hui, à bientôt 30 ans, je ne la comprends toujours pas. Donc j'ai demandé une petite définition à ChatGPT. La cystinose est une maladie rare et génétique, on est avec à cause d'un gène défectueux. Ce gène ne fonctionne pas bien et du coup, une substance appelée cystine, un acide aminé, s'accumule dans les cellules du corps. La cystine est éliminée naturellement, mais chez les personnes atteintes de cystinose, elle reste coincée à l'intérieur des cellules. Petit à petit, ces accumulations abîment plusieurs organes, surtout les reins, les yeux, parfois le foie, les muscles et le cerveau. Les enfants touchés peuvent avoir beaucoup de soif et d'urine, des retards de croissance, de la fatigue, et ils doivent souvent prendre des médicaments plusieurs fois par jour pour ralentir la maladie. Voilà, c'est une très bonne définition, merci ChatGPT. Ça a été découvert parce que il mangeait de moins en moins, il perdait de plus en plus de poids, donc mes parents l'ont amené naturellement au médecin, à l'hôpital, etc. La maladie n'était pas connue du tout. Dans la région, il me semble que c'était le premier. Donc ils ont mis beaucoup de temps à trouver ce qu'il avait, ils ont dû bouger dans plusieurs hôpitaux à droite à gauche. Une fois la maladie trouvée, il lui fallait donc un traitement, car c'était un traitement qui était nécessaire en fait pour qu'il vive. Ce n'était pas juste pour qu'il aille mieux, c'était obligatoire. Moi, plus jeune, je pensais que c'était pour qu'il vive plus longtemps. Oui, s'il ne les avait pas pris, il serait mort quelques mois, quelques semaines plus tard, je pense. Le problème de ça, c'est que, encore une fois, comme il n'y avait aucune connaissance de la part des médecins sur cette maladie, on peut pas tant leur en vouloir que ça, parce que c'était vraiment une maladie très rare. Ils ont donné les cachets à mes parents comme ça, en leur disant qu'il fallait absolument qu'ils les prennent, mais sans lui donner plus de solutions que ça. Donc il a dû les prendre par la bouche et mes parents ont dû le forcer, malheureusement. Donc entre ça, le fait qu'il mangeait de moins en moins, etc., ça a fait qu'après ça, il a eu beaucoup ce qu'on peut appeler des TCA, hein, parce qu'il avait un gavage. Après, il mangeait très peu et des aliments très choisis. C'est-à-dire que par exemple, il adorait par exemple les chips et le chorizo, mais que un seul paquet. Si on achetait du chorizo mais un autre paquet d'une autre marque, c'était non.
Plus tard aussi, après ça, il a commencé à boiter. Ma mère a commencé à alerter les médecins qui l'ont prise un peu pour une folle. Du coup, ce qui a fait que pendant des années, on voyait qu'il avait de plus en plus de mal à marcher. Et vu que les médecins ne nous croyaient pas et qu'on n'avait pas le droit à avoir un fauteuil ou quoi que ce soit, en fait, mes parents avaient pris une poussette. Je sais plus si c'est une poussette qu'on avait déjà ou une poussette qu'ils ont dû prendre exprès pour ça, mais dans tous les cas, pendant des années, du coup, quand on sortait, on devait prendre la poussette pour que Florian puisse s'asseoir dedans, en fait, tout simplement. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je ne vous avais peut-être même pas dit son prénom. Il a fini, ne vous inquiétez pas, par avoir son fauteuil plusieurs années plus tard, parce que ses jambes devenaient vraiment très 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 déformées. Je vais mettre des photos à la suite de ça pour que vous voyez un petit peu ce que ça a engendré. Il a eu des opérations les dernières années de sa vie pour potentiellement qu'il puisse remarcher un jour, mais du coup, ça n'a pas eu le temps réellement de donner quelque chose. Il y avait des progrès, vraiment, il y avait des progrès qui commençaient à se faire, mais du coup, ça n'a pas eu le temps de réellement avoir d'impact. Voilà. En plus de ça, du coup, il avait une forme d'autisme assez sévère. Il parlait et il s'exprimait plus comme un enfant très très jeune, genre on va dire 3-4 ans. Il savait pas lire, pas écrire, ce genre de choses-là. Et il y a eu aussi plein de soucis de santé qui sont découlés de ça. Il a eu des soucis de peau, la cystinose aussi. Alors, encore une fois, je suis pas médecin. Moi, je suis pas là pour ça. Je vous donne le contexte, mais après, en dehors de ça, voilà. Ça peut aussi découler par rapport à un problème des yeux, donc il avait des gouttes à prendre dans les yeux tous les jours. Du coup, les cachets qu'il avait à prendre aussi pour sa maladie, les cachets de base dont on parlait tout à l'heure, qu'après ça, il a eu une sonde nasale, du coup, qui partait de là pour rentrer littéralement dans l'intérieur du corps. Et après ça, il a plus eu ça, il a eu un bouton de gastrostomie pour que ce soit plus simple, et c'est ce qu'il a eu pour tout le reste de sa vie. Et ces cachets, c'était toutes les 3 heures, il me semble. Du coup, c'est ma mère qui les préparait. Et c'était toutes les 3 heures, donc du coup 1h, 4h, 7h, 10h, 13h, 16h, 19h, 22h et rebelote. Et du coup mes parents s'arrangeaient pour du coup qu'il y en ait un qui se couche un peu plus tard, il y en ait un qui se levait un peu plus tôt, il faisait des roulements, tout ça toute la journée. Je m'en souviens très bien. Voilà, c'était la partie contexte. Désolée, c'était un peu fouillis, c'est assez compliqué de tout expliquer dans l'ordre. Clairement, il a pas du tout eu la vie la plus facile et je suis très très fière d'être la grande sœur d'une personne comme lui. Et d'aussi loin que je me souvienne, mes parents ont toujours fait en sorte de ne jamais créer de différence entre nous et que je ne la ressente jamais en tout cas. Le but étant que je ne me sente pas mise à l'écart parce que c'est le problème qui arrive très souvent quand il y a un enfant handicapé, un enfant qui a des soucis de santé ou quoi que ce soit, c'est que du coup, s'il y a un autre enfant plus jeune ou plus âgé, peu importe, avec lui, il va se sentir délaissé parce que forcément, l'autre enfant qui est malade a besoin de beaucoup plus de soins qu'un enfant qui n'en a pas. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses dont je me souviens, comme par exemple ce jour-là au CP où notre maîtresse nous avait demandé c'est quoi votre plus grande peur, et que là où toutes mes copines de classe ont répondu les sorcières, les loups, le noir, moi j'ai répondu que mon petit frère meurt. J'avais 6 ans. Je me souviens aussi que toutes mes copines de l'époque me regardaient bizarre parce que je lui donnais beaucoup d'importance déjà très jeune. À cet âge-là, c'est plutôt commun de plutôt dire qu'on déteste son petit frère ou sa petite sœur, qu'il est insupportable et que s'il pouvait déménager à l'autre bout du monde, ce serait plus facile. Et moi, à côté, j'ai commencé à dire très tôt que s'il lui arriverait quelque chose, je me suiciderais. Spoiler, on n'est pas censé dire des choses pareilles à 10 ans. Un autre souvenir que j'ai, qui cette fois est positif, c'est que mes parents m'avaient inscrit dans un atelier absolument adorable. Alors je sais plus exactement ce que c'est. Si je retrouve des choses, je mettrai là. Mais je m'explique, mon frère allait de temps en temps dans un centre, un peu comme il me semble que c'était un peu comme un centre aéré, ou alors il y allait avec son école, puisqu'il était en école spécialisée du coup. Et en gros, cet endroit avait mis en place un petit atelier pour les frères et sœurs des enfants qui faisaient partie du centre aéré. On devait être une dizaine, on avait tous à peu près une petite dizaine d'années, et ça nous permettait de nous sentir beaucoup moins seuls dans nos situations, et ça me faisait beaucoup de bien. Je me rappelle même d'un atelier qu'on avait fait où on avait dû faire des marionnettes de nos frères et sœurs, du coup. Et du coup, j'avais fait une marionnette de Florian. Je ne sais pas si mes parents l'ont toujours, mais dans mes souvenirs, c'était très mignon. Je me rappelle aussi très bien d'une émotion particulière qui était la colère. Je pense que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une personne très proche de vous étant handicapée pour vous douter des regards extérieurs qu'on a dû se prendre quand j'étais plus jeune. Le regard est extrêmement pesant et ne pensez pas que c'est parce qu'on est enfant qu'on ne le voit pas, au contraire. Je ressentais chaque regard, chaque rire et chaque personne qui se retournait sur lui, je le voyais. Et étant trop jeune, je ne pouvais pas réellement le défendre, je pouvais pas me permettre de gueuler parce que je n'aurais pas su quoi faire. Et du coup, dès que j'ai commencé à avoir l'âge de pouvoir le défendre, je l'ai fait. Le problème, c'est que c'était trop de colère accumulée
qui sortaient d'un seul coup, et au final je me mettais souvent à pleurer de frustration en criant sur des gens random qui, pour le coup, c'était pas réellement eux le problème, c'était tout un truc autour, mais du coup ils se prenaient tout ce que je refoulais depuis des années, quoi. Par exemple, je me rappelle un coup, je devais avoir 8 ans, et du coup c'est la période où on le promenait en poussette parce qu'il avait pas encore de fauteuil à cette époque-là, et je me rappelle encore que moi je marchais un peu derrière, et du coup j'étais passée à côté de genre d'ados, et qu'avait rigolé en mode oh t'as vu, il est encore dans une poussette à son âge et tout, et je me rappelle encore. C'est quelque chose qui a dû arriver il y a plus de 20 ans, et je m'en souviens toujours. Il y a beaucoup de gens aussi, avant qu'il soit en école spécialisée, il a été en maternelle classique, qui s'était très mal comporté avec lui, notamment sa maîtresse, qui avait fait des remarques très déplacées à ma mère en lui disant en gros qu'il fallait éviter de lui donner ses cachets parce que l'odeur était trop forte, et que ça gênait les enfants. Spoiler, ces cachets sont nécessaires à ce qu'ils vivent en fait, donc du coup non. Et comme je l'ai dit, du coup en fait ça a donné que vers mes 15-16 ans, quand j'ai commencé à le défendre, ça donnait des scènes comme un jour où on était dans une médiathèque, il y a le bibliothécaire qui est venu au moins 4 fois nous dire qu'il fallait faire moins de bruit, sauf que j'essayais de le canaliser au maximum, mais c'était pas toujours évident. Et où la 4e fois où il est venu, en fait, plutôt que de juste me dire bon, calme-toi, ça sert à rien, au pire des cas, sors dehors avec lui, et voilà, je lui ai crié dessus en pleurant, parce que c'était trop en fait. Quelque chose dont il faut que je parle aussi, même si je ne juge pas avoir été réellement concernée par ce terme. C'est un terme que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le terme de glass child, donc enfant de verre. Alors c'est pas enfant de verre dans le sens que l'enfant est fragile, mais dans le sens qu'il est transparent, donc du coup qu'on voit à travers lui. Et en fait c'est un terme qui est utilisé justement pour les enfants qui ont comme frère ou sœur une personne handicapée, parce que du coup la majorité du temps on prête moins attention à eux. Pour le coup, ce côté-là, je ne l'ai pas parce que je juge que mes proches ont fait en sorte de toujours nous montrer la même attention. Mais quelque chose que j'ai vécu quand même, c'est le fait de d'avoir une maturité qui vient beaucoup plus tôt, de comprendre beaucoup plus vite les conséquences de certaines choses et le fait qu'on pouvait avoir besoin de moi. Et quelque chose que j'ai encore aujourd'hui, mais ça pour le coup, c'est la faute juste de la vie, c'est que pour pas créer plus de problèmes, je me suis toujours habituée moi-même à cacher mes émotions, pas qu'on me les fait ressentir, mais que de moi-même je me disais Florian a des problèmes bien plus graves que les miens, qu'est-ce que je vais venir apporter mes soucis à moi au milieu de ça? Et du coup encore aujourd'hui c'est des choses où j'ai du mal à aller des fois voir les gens et leur dire bah ça va pas. Et personnellement je juge avoir été des plus chanceuses d'avoir eu des parents aussi soutenants, supportifs, je sais pas quel mot utiliser, je sais même pas si ça se dit, que les miens, et je souhaite que tous les enfants puissent en avoir, qu'ils aient des frères et sœurs handicapés ou non. Mais voilà, c'est ma petite... Je sais qu'ils verront cette vidéo, donc c'est ma manière de leur glisser un petit message de remerciement au milieu. Voilà. Néanmoins, je parle beaucoup de négatif jusqu'ici, et vu la prochaine partie de la vidéo, on va parler un peu de positif maintenant, car j'ai parlé de sa maladie, j'ai parlé des triggers du fait des regards des autres, de moi, de mon enfance, etc. Mais je vous ai même pas réellement parlé de lui en fait. Du coup, comme vous avez pu le comprendre au travers de la vidéo, mon petit frère s'appelait Florian. Du coup, on avait 3 ans d'écart, il est né le 3 août 99, il souriait tout le temps, il passait sa vie à venir m'embêter dans ma chambre pour m'embêter ou me piquer mes coussins, mes peluches, bref. Il était fan de Johnny Hallyday, en énorme partie grâce à mon père. On regardait toutes sortes de dessins animés tous les deux, majoritairement des Disney Pixar, mais on regardait aussi beaucoup Bob l'éponge, il aimait bien Dora l'exploratrice, il adorait Garfield, Tom et Jerry, Titi Gourminet, bref. Aussi, bien évidemment, j'ai oublié Shrek, Scooby-Doo et Madagascar, surtout les pingouins. Il était aussi extrêmement intelligent, beaucoup plus que ce que certaines personnes pouvaient penser. Notamment quelque chose sur lequel il était super doué, sur lequel j'ai toujours été ultra nulle, c'est les puzzles. Je n'étais même pas capable d'en finir un avec un modèle sous les yeux. Lui pouvait, à une boîte avec 3 puzzles mélangés, les faire les 3 en même temps sans avoir le moindre modèle. Une autre chose aussi qu'il adorait, que je détestais, c'est la piscine. Moi, ma théorie, c'est que du coup, c'était le seul endroit où il pouvait réellement se déplacer sans l'aide de personne, ce qui fait qu'il aimait beaucoup. Moi, j'ai peur de l'eau, donc du coup, voilà. Et j'ai tellement de photos, de vidéos où on voit qu'il est juste heureux, et de toute façon, tout au long de cette vidéo, vous le verrez, hein, parce qu'il est hors de question que la seule chose que vous puissiez avoir de cette vidéo, c'est moi qui parle, bien évidemment que vous allez le voir. Mais bien sûr que, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit en début de vidéo, tout ça a pris fin il y a maintenant 10 ans. Je sais pas exactement par où commencer. Pour faire simple, j'habitais Bordeaux à cause d'un ex. On est en juillet, ma mère m'appelle pour me dire que Florian a fait une crise d'épilepsie. D'avance, il est pas épileptique, il a 16 ans, il a jamais fait la moindre crise d'épilepsie, il avait jamais fait ça avant, et là il en a fait
3 en une journée et ils ont fait des examens, tout ça, et ça a rien donné. Une vingtaine de jours plus tard, je rentre chez mes parents et là, je me rappellerai toute ma vie vraiment avoir été choquée parce que je l'ai vu et il était livide. Il était tout blanc, il avait les lèvres à moitié violacées et je me rappelle avoir regardé mes parents en mode mais vous attendez quoi pour l'amener au médecin? Et en fait là, ma mère m'explique qu'il l'amène au médecin, mais que les médecins disent mais non mais c'est normal, il a fait sa crise d'épilepsie il y a pas longtemps donc il est fatigué mais ça va aller, dans quelques jours ça ira mieux. Sauf que personnellement, du coup j'ai passé 1 mois avec lui à ce moment-là avant de repartir sur Bordeaux. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, il était pas comme il était d'habitude. Même si il adorait par exemple quand on allait en course venir se balader, aller sortir, il bougeait plus de son lit, il faisait rien, il rigolait plus, il était pas comme d'habitude. 1 mois après ça à peu près, ils ont refini à l'hôpital à cause d'un furoncle qui avait nécrosé, où je dois dire d'ailleurs que ma mère a eu, il me semble 2 ou 3 fois où elle a appelé le SAMU et où ils lui ont dit non mais on peut rien faire, faut rappeler quand il y aura la crise en fait. Du coup, une fois que le furoncle a bien nécrosé, il est parti à l'hôpital pour qu'il lui enlève et en fait au moment où il s'est réveillé et où, du coup il était branché de partout, qu'ils lui ont fait les examens pour voir quand c'est qu'il pouvait partir, ils se sont rendus compte qu'effectivement c'est drôle, on avait raison et que quelque chose n'allait pas. Ils lui ont fait tous les examens possibles et inimaginables, les scanners, les prises de sang, etc. et ils trouvaient pas et c'est à peu près 10 jours plus tard, il me semble qu'ils lui ont fait le PET scan, il me semble que c'est ça. Qui du coup, encore une fois je suis pas médecin, c'est le scanner qui scanne vraiment tout, voilà. Et il me semble que c'est juste que c'est le genre de choses où il y a très peu de place et où en plus de ça, ça coûte très cher, donc ils essayent de voir avant s'ils peuvent pas trouver ce que la personne a en d'autres moyens, bref, voilà. Et du coup, c'est au bout de 10 jours après son arrivée à l'hôpital qu'ils se sont rendu compte qu'il avait un staphylocoque doré à l'endroit où il avait son bouton de gastrostomie, parce que c'est un endroit où du coup la peau elle avait vraiment brûlé autour et c'était tout infecté et tout. Enfin bref, c'était très compliqué. Et en fait, quand ils l'ont trouvé, ils se sont aperçus que ça s'était déjà énormément propagé. Et ils ont dit ok, on l'opère en urgence dans 3 jours. Il a fait un arrêt cardiaque le lendemain. Ils l'ont réanimé et intubé. En sachant ça, mon père a directement pris la voiture pour partir me chercher. Et le temps qu'on revienne, il avait fait un arrêt cardiaque et cette fois-ci n'a pas été réanimé. Et c'était du coup le 4 octobre 2015. J'ai pas envie de raconter réellement le moment où je l'ai vécu ou quoi que ce soit parce que c'est pas tant intéressant et j'ai pas trop envie de revivre ça pour des raisons évidentes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que même 10 ans plus tard, le moment où ma mère a dû me l'annoncer à moi et mon père reste le moment le plus douloureux de toute ma vie. Pour écrire la suite, je me suis beaucoup inspirée d'une super invention d'internet qui s'appelle l'archive de Twitter. Je me souviens très peu de cette période de ma vie parce que parfois j'ai l'impression que c'est comme si c'était une autre personne qui avait vécu ça et pas moi. Mais j'ai des petits souvenirs parsemés. Par exemple, je me rappelle qu'un jour, je regardais des fichiers audio que j'avais sur mon ordinateur et je suis tombée sur un où on l'entendait un petit peu, sachant que ça faisait au moins 6 mois que j'avais même pas pu réentendre sa voix, que j'étais incapable de regarder des vidéos ou quoi que ce soit, et que je me suis mise à crier dans ma chambre et que mes parents ont déboulé en courant parce qu'ils ont cru ils savaient pas ce qui se passait et que j'étais juste en train de pleurer par terre parce que je venais de réentendre sa voix pour la première fois depuis qu'il était parti. J'ai toujours été une personne extrêmement anxieuse, je n'ai aucun souvenir de moi étant une personne calme et détendue. J'ai toujours été quelqu'un de stressé, à avoir peur de choses improbables et vraiment inconcevables. Par exemple, ma peur quand j'avais 6-7 ans, alors qu'on habitait au 7e étage d'un immeuble, c'était que quelqu'un escalade l'immeuble, casse ma fenêtre et vienne m'enlever. Non, il y a peu de chances que ça arrive. Je te le dis là maintenant, du haut de mes 30 ans, à toi, Mina, de 6-7 ans, ça n'arrivera pas. À partir de mes 17-18 ans, j'avais commencé à réussir à travailler un peu dessus. Parce que le plus gros problème, en fait, c'est que de ce stress, etc., ça accumulait toujours beaucoup de colère. J'étais toujours très, très impulsive et très sèche dans ma façon de parler. C'est toujours un peu le cas, mais beaucoup moins qu'à l'époque. Et j'étais fière de moi parce que j'arrivais de plus en plus à faire des efforts là-dessus. Et en fait, quand il est parti, tout s'est bousillé et tout s'est cassé la gueule. Enfin, la moindre goutte d'eau dans le vase était déjà une goutte de trop, en fait. J'étais tout le temps énervée. J'étais énervée contre les gens qui me disaient avec le temps, ça finira par aller mieux. Parce que j'étais genre, mais ça n'ira pas mieux, en fait. J'étais énervée contre les gens qui n'avaient jamais perdu de proches en me disant qu'ils se rendaient pas compte de leur chance. J'étais énervée contre les gens qui avaient des frères et sœurs encore vivant. J'étais énervée contre des gens qui avaient une vie stable. J'étais énervée à l'époque contre mon père parce qu'il voulait le rejoindre et je me disais, ben lui aussi il va m'abandonner. J'étais en colère contre ma mère parce qu'elle avait souvent besoin d'en parler et du coup là où moi j'essayais de faire comme si les choses n'avaient jamais existé, elle en parlait souvent
et j'avais pas envie. Bien entendu, je vous assure que ce n'est plus d'actualité et que c'était totalement absurde de ma part d'être en colère contre mes parents pour ce genre de raison. Et au contraire, plus que d'être énervée pour ce genre de raison, que ce soit ma mère qui a besoin d'en parler ou la manière que mon père a eu de vivre les choses, il faut se montrer compréhensif. Mais justement, c'est envers moi qu'il va falloir se montrer compréhensif maintenant. Ma vie venait littéralement de s'effondrer et j'étais tout sauf stable. Vous allez peut-être vous dire que vie qui vient de s'effondrer est peut-être un peu exagérée, mais je vous assure que non. Comme je vous ai dit en début de vidéo, la mort de Florian est quelque chose que j'appréhendais depuis littéralement toujours. Que ce soit quand on me demandait ma plus grande peur et qu'à 6 ans j'ai répondu que ma plus grande peur c'était de perdre mon frère, que ce soit quand à 14 ans j'ai balancé YOLO à ma meilleure amie que s'il arrivait quelque chose à mon frère j'allais me suicider. Tout tournait littéralement autour de lui. Mon futur tel que je l'imaginais, c'était littéralement qu'une fois que j'aurais un travail, un appart, il allait venir vivre avec moi pour un peu soulager mes parents. Il y avait potentiellement un jour prévu qu'il aurait besoin d'une greffe de rein et c'était déjà prévu dans ma tête que ce serait moi qui lui donnerais. Je voulais qu'on aille à Disneyland tous les deux, je voulais qu'on aille aux États-Unis tous les deux parce que aussi en dehors de Johnny, il aimait beaucoup Elvis Presley et du coup je voulais aller avec lui à la maison d'Elvis à Graceland. Voilà. Et en fait, pendant toute mon enfance, je ne visualisais jamais mon futur sans lui et en fait il était la seule chose dont j'étais vraiment certaine et vraiment la personne que j'aimais et que j'aimerais toute ma vie. Et son décès a été comme un coup de massue. Je savais que je le verrais mourir, c'était sûr, on n'avait que 3 ans d'écart et au vu de sa fragilité, il y avait énormément de chances qu'il parte avant moi, sauf si je décédais pour une raison d'un accident ou autre très jeune, mais pour le coup, bah voilà. Je le savais, pour autant, déjà, je pensais que ce serait un peu plus tard que ça, et pour autant, même le jour où c'est arrivé, on n'est jamais réellement préparé de toute façon, et ça a été quand même extrêmement dur. Je ne sais pas quand je peux dire que le deuil s'est fait, je ne sais pas si on peut réellement dire même qu'il s'est fait, je vais pas vous parler des 7 étapes du deuil, le déni, la colère, l'acceptation, ou je sais pas quoi, parce que clairement, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, on se réveille pas un matin en se disant « Ah, ça y est, j'ai fini l'étape 2, maintenant je fais l'étape 3 ». Déjà, on veut pas entendre les « ça finira par aller mieux », alors t'es dans l'étape 1, t'es dans l'étape 2, on s'en fout. Et oui, c'est vrai que dans ces moments-là, ça semble inconcevable. Je suis la première à avoir presque insulté des gens qui m'ont dit « T'inquiète pas, le temps guérit tout, ça va finir par aller mieux ». Et je les ai insultés, je leur ai dit « Mais ta race en fait, de quoi tu te mêles ?» Mais là, j'ai envie de m'adresser aussi à une poignée de personnes où c'était pas méchant. Et de toute façon, je n'en veux pas aux personnes comme ça, c'est juste un petit moment d'éducation. Quand il arrive qu'un enfant décède, ce qui est extrêmement tragique, nous sommes bien d'accord, arrêtez d'aller voir les frères et sœurs de ces personnes pour leur dire « Surtout prends soin de tes parents ». Ou ah, ça doit être super dur pour tes parents ». Alors oui, très clairement, c'est très dur pour mes parents. Et oui, je fais au mieux pour prendre soin d'eux. Mais moi, du coup, et je ne remettrai jamais, jamais, jamais en doute la douleur de mes parents, même d'un quelconque parent qui a perdu son enfant. Mais en fait, ce qui est énervant, c'est que je venais de perdre mon frère à 19 ans. J'étais au bout de ma vie. J'attendais juste vraiment des épaules sur lesquelles me reposer et des courages. Et en fait, je me prenais juste va vraiment falloir que tu prennes soin de tes parents par contre. Hein. Et ne faites pas ça parce que on vivrait tous ce genre de phrase, j'imagine, de plusieurs façons différentes. Mais personnellement, moi, ce que ça a fait, c'est que pendant, je dirais, à peu près 2-3 ans, je n'ai littéralement rien partagé à mes parents de mon état psychologique et mental. Pour les protéger, justement, en me disant « Non, il faut que tu prennes soin de tes parents ». En 2019, ça a explosé, j'ai fini à avoir des idées suicidaires et tout, c'était un grand moment de joie. Et en fait, ce que je veux surtout, c'est que si une personne écoute ça, quelqu'un qui a perdu quelqu'un, que ce soit quelqu'un de très très proche, quelqu'un d'un peu moins proche, c'est pas parce que tu n'es pas son père, que tu n'es pas sa mère, que tu souffres moins. Mes parents et moi, on a vécu en soi la même chose, entre guillemets, dans le sens où on a vécu tous les 4 ensemble, et pour autant, aucun de nous 3 n'a vécu les choses de la même manière. On n'a pas les mêmes regrets, on n'a pas les mêmes souvenirs. Et j'en ai marre qu'on nous ait comparés pendant des mois, voire des années. Et j'ai trop souffert pour accepter que les frères et sœurs soient toujours mis sur le 2e tableau, en prétextant que les parents souffrent toujours beaucoup plus qu'eux. J'ai trop souffert pour accepter ça. Il n'y a pas à comparer. Sachez que j'ai mis énormément de temps à accepter que je pouvais déménager de la ville où il habitait. Littéralement, j'habitais à Besançon. Je ne sais même pas si je l'ai dit, je pense que... Non, je ne l'ai pas dit. Bon bah, si jamais, je l'ai dit, voilà. J'habitais Besançon et j'étais vraiment bloquée sur le fait que je ne pourrais jamais, 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 au grand jamais, déménager de là-bas. Et j'étais même obsédée par l'idée d'aller habiter à côté du cimetière, en me disant, comme à la base tu voulais habiter avec lui, le fait d'habiter à côté de l'endroit où il est enterré littéralement, ça va peut-être un petit peu rapprocher quelque chose. Pour le coup, c'est arrivé. Le dernier appartement que j'ai eu sur Besançon était à côté du cimetière.
Et ben vous savez quoi, je ne suis jamais allée aussi peu au cimetière que quand j'ai habité à 5 minutes à pied du cimetière. Voilà. Avant, j'y allais toutes les semaines minimum. Quand j'habitais là-bas, je n'y allais jamais. Alors que littéralement, j'habitais vraiment juste à côté. J'ai un chien, je pouvais aller là-bas pour faire ses balades. Non, j'y allais pas. J'ai fini il y a bientôt 2 ans de ça par accepter qu'il fallait que je parte. J'ai fini par accepter ça. Au début, j'avais un peu peur. En fait, je me sentais un peu coupable de me dire, en fait, est-ce que tu fuis pas la situation plus qu'autre chose? Mais ça m'aide un petit peu à move on, donc c'est ok. Après, ça rend la situation un peu plus difficile de temps en temps quand j'y retourne, ou si j'y suis trop longtemps, ça ravive trop de souvenirs, et du coup j'évite que les moments où j'y retourne pour voir mes parents, ma famille, etc., que ce soit trop long. Aujourd'hui, je sais pas réellement où est-ce que je me situe, si je peux dire que je l'ai accepté ou pas, parce que on m'aurait posé la question il y a 6 mois, j'aurais dit que je l'aurais accepté, et en fait au moment où les 10 ans tout pile sont passés, du coup en octobre 2025, ça m'a fait quand même un sacré coup. Et depuis, j'ai quand même un peu plus de mal avec tout ça. J'ai un sentiment beaucoup de solitude, un petit peu vraiment qu'il me manque quelque chose. Voilà. Et du coup, j'ai beaucoup plus cette impression de vide et de manque, un peu comme s'il me manquait une pièce du puzzle. Mais après, c'est des choses qui prennent du temps et ça dépend des périodes. Et la majorité du temps, en vrai, j'arrive juste à me dire que je vis juste pour nous deux, en vivant comme moi j'ai envie de vivre, en vivant comme je le souhaite, comme ça me le rend le plus heureuse. Et c'est des choses dans tous les cas qui mettent du temps. Des fois ça va pas aller pendant 3 jours et puis après pendant 6 mois ça va aller mieux. Des fois ça va pas aller pendant 3 mois et puis après pendant 2 ans ça va aller mieux. C'est très aléatoire malheureusement. Je sais pas comment finir cette vidéo parce que ça doit être giga fouillis. Je pense que la Mina du montage doit me détester. Parce que j'ai parlé avec le cœur, donc du coup il y avait pas réellement de structure. Même mes notes c'est genre parle de ça, parle de ça, parle de ça. J'espère que ça pourra aider des personnes qui ont été ou qui sont dans ma situation à se sentir soutenue, à se sentir un peu moins seule. En faisant cette vidéo, je me suis juste mis à ma place, je me suis dit que quand j'ai commencé à regarder des choses sur internet, ça m'aurait fait du bien, je pense, de voir ce genre de vidéo pour me dire « Ah, il y a quelqu'un d'autre comme moi, je suis pas toute seule ». Et y voir peut-être un petit message d'espoir en se disant que oui, c'est pas évident, mais qu'un jour ça finira quand même par aller mieux. Si dans tous les cas, vous vivez quelque chose de difficile, que ce soit similaire à moi ou non, ne vous dites pas que parce que ça fait plus ou moins de temps que moi que c'est normal ou non. Selon le vécu qu'on a, selon notre personnalité, selon plein de choses, selon l'entourage, selon le mode de vie, on peut pas le vivre de la même manière. Il y a des personnes qui, ça se trouve, dans la même situation que moi, en 5 ans, ils s'en seront remis. Et ben dans ce cas-là, super, moi je suis juste contente pour ces personnes-là. Au final, je vais pas cracher de la haine pour rien. S'ils s'en sont remis, tant mieux. Et si vous vous en êtes pas remis, même après plus de 10 ans, j'en suis pas totalement remise non plus. Et c'est ok, c'est pas des choses dans tous les cas qui se guérissent en quelques mois, voire même quelques années. C'est des choses qui nous marquent pour toujours, même une fois que... Je juge que même une fois que j'en serai remise, il y a beaucoup de manières que j'ai de penser, de voir les choses qui découlent de tout ça. Et c'est normal, du coup. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Acceptez que les choses prennent du temps, que vous ne pourrez rien faire pour accélérer ça. On se revoit bientôt pour une vidéo, je l'espère, un peu plus joyeuse. Ciao.